Bonjour, nous continuons donc notre découverte des outils de Lightroom, tout au moins des outils du panneau développement, avec les courbes de tonalité. Donc, nous avions vu précédemment la partie histogramme, les outils de la barre qui se trouvent sous la partie histogramme, les réglages de base. Nous attaquons donc dans la suite avec les courbes de tonalité. Les courbes de tonalité, donc c'est l'outil courbe que vous connaissez classiquement, sur lequel on peut agir directement au niveau de la courbe, de façon à, par exemple, garder le milieu et venir avoir quelque chose d'un peu plus contrasté par une courbe en S, ou directement au niveau des hautes lumières, des tons clairs. On va monter, bien sûr. En gros, vous montez l'exposition. Le mot n'est pas forcément le bon, mais pour vous simplifier, pour vous comprendre, vous montez la luminosité, le rendu des tons clairs ou des tons sombres, ou des ombres, donc des parties les plus noires. On va revenir à 0. On peut également, via un petit outil qui se trouve ici tout en haut, régler la courbe directement sur la photo. Donc pour ça, on va attraper un point et venir modifier ce point. Donc un simple clic. Et comme le petit icône l'indique, on translate soit vers le haut, soit vers le bas. Et on s'aperçoit qu'une fois qu'on a attrapé et qu'on translate, on translate exactement la couleur que l'on a choisie. Donc là, par exemple, hop, on va descendre un peu pour récupérer de la matière dans les hautes lumières. On va également, par exemple, venir descendre nos tons sombres de façon à récupérer ici du contraste sur les pavés. Et on va remonter un peu nos ombres pour ne pas trop contraster la photographie dans son ensemble, surtout ici en dessous de l'arc de triomphe. Voilà, on peut également travailler avec une présélection de contraste moyen ou de contraste fort. Voilà un peu pour cet outil de courbe. Nous passons ensuite à l'outil TSL couleur noir et blanc. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est la totale. Donc je choisis tout, sachant qu'on a teinte, saturation ou luminance, où on peut tout faire apparaître. C'est le même réglage. Encore une fois, on retrouve l'outil qui nous permet de modifier par gamme directement sur la photographie. Alors c'est un outil très pratique, par exemple, pour les ciels. On va éviter la teinte, on va prendre la saturation, on va monter la saturation des bleus, et légèrement également des bleus verts. On va prendre la luminance et on va descendre la luminance des bleus et des bleus verts. Et on voit immédiatement qu'on a un ciel qui a un peu plus de peps. On pourrait également le faire directement, par exemple. Donc on va prendre tout, on va réinitialiser l'image. On pourrait aller chercher notre luminance dans le ciel, descendre le ciel. Voilà. Et prendre notre saturation, attraper le ciel, monter la saturation. On voit qu'il n'agit que sur les bleus. Alors j'ai pour habitude de faire les bleus et légèrement les bleus verts. Quelquefois on a un peu de vert sur le bas de ciel. En fonction de l'heure de la journée, on a aussi quelquefois un peu d'orange. Tout dépend à quelle heure vous avez pris votre photographie. Le plus simple étant d'utiliser l'outil qui vous permet de régler cette luminance ou cette saturation directement dans la photographie. On continue. On descend d'un cran avec le virage partiel. Alors le virage partiel, c'est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup moins souvent, qui est pratique en noir et blanc pour par exemple faire un sépia. Ça permet de remplacer ou de saturer dans les ombres ou dans les hautes lumières. J'explique. Pour les hautes lumières, on a ici un petit carré à côté, on va choisir une autre couleur. Et toutes les hautes lumières, au lieu d'être basées sur un gris, puisque les hautes lumières ne sont pas un blanc, ça part d'un gris neutre trop lumineux. On va lui dire que ce gris est un rouge. Donc les hautes lumières deviennent un rouge trop lumineux. Et pareil, pour les ombres, on peut lui dire que c'est un rouge, et on se retrouve donc avec un rouge trop sombre. C'est pratique pour faire par exemple une photo en sépia, ou pour faire un traitement inversé. Alors, on va revenir à 0 sur nos saturations. On va même complètement réinitialiser l'image. Voilà. On peut également juste jouer sur la saturation, ici,
de façon à peaufiner notre réglage. Et on peut jouer sur une balance entre les hautes lumières, notre réglage de haute lumière, notre réglage d'ombre. Alors, je vais mettre un bleu, voilà, pour qu'on voit bien notre effet. Et on va pouvoir comme ça régler notre balance. Donc, dans le cas d'un traitement inversé, ça permet de faire un réglage rapide et correct. On réinitialise, on continue. Détail. Alors, détail, c'est la netteté et la réduction du bruit. C'est le détail à proprement parler de la photo. Alors par défaut, on gère toujours le détail à 100%, donc on a tout de suite un aperçu ici à 100%. On peut soit balader comme ça par clic dans l'image, c'est absolument pénible. On va tout simplement prendre l'outil qui est ici et choisir un endroit, voilà, un endroit net de l'image. On est fixé. Et puis on va régler notre netteté par le grain, par le rayon, par le détail de l'image. Et évidemment, quand on monte, alors là je vais exagérer pour qu'on voit un peu le rendu, et je vais zoomer dans la photographie, un endroit de ciel, voilà, comme ça on voit un peu le grain. Alors je vais forcer un peu plus pour que ce soit bien visible sur la vidéo. Le grain, le rayon, voilà. Et on a le masquage. Alors le masquage va partir du principe que nos réglages qui sont au-dessus du masquage, gain, rayon, détail, ne s'appliquent pas là où il y a peu de détails. C'est un peu le principe du filtre passe haut, passe bas. On va tenir la touche Alt, attraper le masquage, on voit que ça devient tout blanc, et on va le monter. Et on s'aperçoit que le ciel, là où il y a peu de détails, donc théoriquement pas de netteté à appliquer, devient noir. Et on va monter comme ça jusqu'à ce que le ciel soit totalement noir. On relâche, et on s'aperçoit que notre ciel est redevenu lisse. Pourtant la netteté continue de s'appliquer sur le reste. Donc là c'est très pratique, ça va nous permettre, grâce à ce masquage, de ne pas aller rajouter du grain et de la netteté là où on n'en a pas l'utilité. Alors par défaut, j'ai tendance à dire de monter le grain à fond, de faire son petit réglage de masquage. Une fois que le masquage est fait, on redescend le rayon et notre grain, et on compense en descendant un peu le masquage. Et on a comme ça une photo sans grain dans le... Donc là j'ai exagéré au niveau de l'effet, mais sans grain au niveau du ciel et avec une netteté qui est tout à fait correcte. Un outil avec lequel il ne faut jamais abuser. La netteté, c'est toujours le problème. C'est très intéressant, surtout quand on réduit une photographie, mais plus vous allez agrandir une photographie, moins vous devez ajouter de netteté. C'est même plutôt l'inverse. Réduction du bruit. Alors, la réduction du bruit, on va ajouter du bruit dans la photographie. Hop, histoire que ça se voit bien. On va aller chercher une zone où on peut bien voir le bruit. Voilà, on le voit ici au niveau du ciel. Et on a le bruit de luminance et le bruit de colorimétrie. Alors, le bruit de couleur, c'est les petits pixels colorés, rouge, bleu, que vous voyez apparaître quand vous avez du bruit à très forte sensibilité. Donc là, c'est pas notre cas, donc on va le mettre à 0, on n'en a pas. Sinon, on va simplement le monter pour l'enlever, et on compense en conservant ou non des détails. Exactement pareil pour la luminance. Là, on a un bruit qui ressemble plus à un motif qu'à de la couleur, c'est de la luminance. C'est ce grain qui apparaît ici dans le ciel. On va monter la luminance pour aplatir l'effet du grain. Et on va compenser avec le détail pour conserver ou non. Et idéalement même avec le contraste. Donc, en règle générale, on se retrouve avec quelque chose qui nous ressemble plutôt à ça. Bon, évidemment beaucoup plus bas. Là, c'est parce que j'ai forcé la totalité, mais on a toujours un détail qui est proche du centre, une luminance qui va être souvent peu utile de monter, surtout avec les boîtiers récents, et un contraste très léger. Ça sert à rien de monter trop le contraste, sinon vous allez avoir des zones trop franches en fait, au niveau du traitement du bruit. On le verrait fort ici. Là où, vous voyez, on a cette différence de contraste. On aurait d'un côté énormément de bruit, pas de l'autre, donc on va éviter... hop, on va réinitialiser, reprendre la photo telle qu'elle était, et on va passer aux corrections de l'objectif. Correction de l'objectif, ici c'est intéressant, puisqu'on a quelques soucis de fuyante. On a le basique, le profil, par la couleur, ou manuel. Alors, la couleur,
C'est une correction de l'objectif. En fait, c'est une correction des franges, ce qu'on appelle les aberrations chromatiques. Alors sur cette image, je ne sais pas si on en voit correctement, au niveau des droits, c'est très 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 léger. On en voit légèrement ici. Alors on va supprimer cette aberration. Hop, on voit que le liseré vert qu'on avait ici au niveau de la différence de contraste disparaît. Hop, je réactive, je le ferme, je réactive, je le ferme. En fait, c'est un trait bleu, hop, qu'on va venir retirer. On peut plus classiquement jouer sur le modèle de l'appareil, le modèle de l'objectif qui est utilisé pour compenser, ou en mode automatique avec le principe basique. Alors, on va activer le profil de correction. Là, on peut pas puisqu'on ne connaît pas mon optique. On va utiliser contraindre le recadrage et on va faire un système automatique. Automatique, on voit que les fluentes malgré tout ne sont pas correctes. On pourrait faire un système complet, mais complet, il va chercher à voir voilà la face correctement face à nous, ce qui n'est pas le cas puisque on n'était pas face à l'Arc de Triomphe. En plus là, la photo devient absolument délirante puisque face à l'Arc de Triomphe, on ne verrait pas le côté intérieur. Donc on va garder automatique et on va plutôt aller sur la partie manuelle et on va venir le faire nous-mêmes en retirant un peu sur la distorsion, un petit peu sur le vertical, de façon à aligner. On voit la grille, hein, aligner les côtés avec la grille. Idem sur la rotation parce qu'en fait c'est pas très très droit. L'échelle, on va agrandir un petit peu le tout. Alors ça, on va aller très léger, voilà. Et sur l'aspect, on va le remonter un peu pour leur donner de la hauteur parce que sinon il paraît tout réduit, tout tassé sur lui-même. C'est comme dommage avec un monument comme ça. La rotation, parce qu'au final je suis pas si droit que ça. Donc voilà, ça me semble un peu plus correct. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, à vous d'essayer. Auto, le niveau qui ne fait donc que reprendre le niveau de l'image. On voit l'horizon au loin, je désactive, on voit que l'horizon n'est pas droit ici. Alors on pourrait aller chercher l'outil qu'on a vu lors de la précédente vidéo, de façon à redresser. Le système le fait lui-même, c'est très pratique, ça marche 9 fois sur 10. Ça redresse, on pourrait reprendre juste les verticales, donc on reprend les verticales de l'image, et puis on contraint le recadrage, voilà. Ça peut être une solution également. On va réinitialiser, passer aux effets. Dans les effets, ce qui va nous intéresser avant tout, c'est le vignettage. Alors le vignettage, on va lui donner une priorité de couleur, une incrustation de peinture, une priorité de haute lumière. Alors priorité de haute lumière, c'est simplement baisser ou descendre la partie sombre sur les bords de l'image. Je vous montre. Si je descends, j'assombris les bords. Si je monte, j'éclaircis les bords. On est sur la priorité des... On touche aux hautes lumières. Une priorité de couleur. Donc là, on va venir jouer sur la couleur de bord d'image. Là-dessus, bien sûr, on peut régler la taille du milieu, l'arrondi, plus ou moins ovale, les contours progressifs, évidemment, ou venir lui dire, ah bah, écoute, je veux pas trop abîmer mes hautes lumières, justement. Alors ça, c'est très pratique quand on a un ciel, qu'on veut avoir un léger effet de vignettage. Alors, voilà, on veut quelque chose de léger. Alors moi, je vais faire quelque chose de lourd de façon à ce qu'on voit bien le rendu. Hop. Donc, double-clic sur le nom, toujours pour initialiser. Je vais baisser. Je vais me remettre en haute lumière. Incruste de peinture, mais là-dessus, ça va pas rendre les masses, voilà. Priorité de haute lumière, et ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai fait mon vignettage, je trouve que ici l'effet est sympa. Par contre là-haut, on a l'impression d'utiliser une optique des années 40. Donc on va, hop, mauvais clic, on va attraper notre lumière, on va pousser de façon à conserver notre lumière. Donc on voit que le vignettage continue de s'appliquer sur les zones sombres, mais beaucoup moins sur les zones claires. On pourrait aussi tout simplement, donc, garder notre vignettage, hop, choisir notre milieu, notre arrondi,
notre contour progressif. Et seulement après monter notre lumière. Puis on vient régler notre gain. Malgré tout, on voit que ça tape quand même un peu fort sur le haut. Le grain, pratique quand on fait un noir et blanc principalement. Je l'utilise pas en dehors de ces effets. Quand on fait, donc je vais basculer la photographie en noir et blanc. Le grain, bah, c'est simplement ajouter du grain à l'image. Ça, c'est proche du bruit. C'est un grain qui va nous rappeler l'effet argentique qu'on émet avec certaines pellicules. Alors, bien sûr, faut pas en abuser, hein. Là, j'en abuse. Vous voyez un peu l'effet. Ça vieillit, la photo, ça. C'est un peu vintage. C'est la mode en plus en ce moment. Autant en profiter. Donc, bien sûr, sur le grain, on joue sur la taille du grain. Plus ou moins fin. Et la cassure, alors la cassure, c'est le contraste entre chaque grain. Ça, en fait, c'est la force du grain entre le pic, donc le pic c'est le grain sombre, et le creux, le grain clair. Donc la cassure, on va accentuer la différence entre le grain sombre et ce grain clair. Je réinitialise, je continue l'étalonnage de l'appareil photo. Alors l'étalonnage de l'appareil photo, on va essayer de faire léger dans son explication parce que ça fonctionne par processus et par profil. J'explique le processus. Lightroom ayant évolué dans le temps, on peut revenir sur un ancien processus. Pas forcément très utile. On peut passer en 2010, on peut passer en modèle 2003. C'est surtout très pratique quand on ouvre une bibliothèque, une photographie qui a été traitée avant avec un ancien moteur, que les réglages ont été faits par exemple sur un moteur 2010. Quand on l'ouvre avec le moteur 2012, on risque d'avoir un traitement qui est plus tout à fait celui qu'on avait choisi à l'époque. Donc on peut rebasculer en processus 2010. Lightroom est censé le faire systématiquement, c'est pas toujours le cas. Il met souvent le processus à jour. Donc on rebascule en processus 2010 et les réglages qu'on a posés à l'époque, on les retrouve sur notre photographie. Le profil. C'est un profil avec des pré-réglages standards. Alors caméra neutre. On retrouve vraiment le fichier plat du capteur d'origine. Un modèle standard, un modèle portrait, on va venir adoucir un peu sur les teintes chères et saturer sur le reste. Un modèle vivide, donc saturation un peu plus poussée et force par une courbe également un peu plus poussée. Un landscape, donc c'est encore un peu plus haut, avec des verts qui vont avoir cette tendance à saturer encore un peu plus, ou l'Adobe standard. Et on peut, ici en dessous, venir régler, alors par exemple sur les bleus primaires, je vais pouvoir monter les bleus. Donc là aussi, c'est une façon d'attaquer les ciels. Hein. C'est beaucoup plus violent par contre. Beaucoup plus violent parce que, comme on le voit dans les ombres, on va également très très vite monter les bleus et très vite monter les franges. Mais à l'inverse, on peut également désaturer une couleur. Mais une couleur, uniquement une couleur primaire. Donc c'est quand même bien moins efficace que le principe de TSL. Par contre, si vous avez une légère dérive avec une optique bien particulière, ou avec votre appareil dans vos conditions d'utilisation. Vous pouvez créer ici un processus que vous allez enregistrer, on verra ça plus tard ici dans les paramètres prédéfinis, et l'appliquer systématiquement à vos photographies. Par défaut, ce qu'il faut retenir, c'est le principe de profil, parce que le principe de l'Adobe standard contraste un peu plus les images. Donc quand vous avez une image qui vous paraît dès le départ trop contrastée, pensez à revenir en caméra neutre, qui va vous aplatir toute l'image, vous permettre de récupérer des détails dans les ombres, et donc, quelquefois, récupérer une photographie. On le voit bien ici, en dessous. Si je bascule en Adobe Standard, vous voyez, c'est plus contrasté qu'en caméra neutre. Et si à ça, on ajoute le principe du processus, donc on passe de l'Adobe Standard au neutre, on voit que le neutre, bon, la photo est plus plat. On a l'impression qu'il va falloir resserrer un peu les niveaux, mais une fois qu'on aura resserré sur les blancs, ça ne sera que plus intéressant. Bon là, l'image est maintenant plate. Voilà un peu pour ce principe. On a vu l'ensemble des outils, on passera dans de prochaines vidéos ici aux paramètres prédéfinis, au principe d'historique, au principe également de navigation de Lightroom, et on verra les autres onglets.
l'indexation et l'archivage via Lightroom. On verra également comment préparer un diaporama avec Lightroom, créer un livre éventuellement, même si c'est pas forcément une fonction qu'on préfère. Le principe des cartes et de l'impression et le principe des galeries web. Ça peut vous permettre de créer votre propre galerie sur votre site internet. Ça peut être pratique pour celui qui veut quelque chose de rapidement fait. Alors, c'est pas super évolué, mais ça permet d'avoir un résultat rapide. Voilà pour ce tutoriel, merci d'avoir suivi la vidéo.